Bonjour Audrey, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour. Et alors aujourd'hui, on va enregistrer une émission où on va parler de l'hypnose régressive ésotérique, méthode Calogero-Griffasi, ainsi que la façon dont nous exerçons cette profession, moi en tant qu'hypnologue et vous en tant qu'opérateur de support. On va répondre à des questions qui ont été posées sur mon groupe Dialogue avec l'âme sur Facebook et sur des questions qui reviennent souvent. Parfois sur YouTube ou dans des discussions qu'on a avec les gens, parce qu'on a remarqué au fil de nos sessions, au fil de ces années, des incompréhensions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances dans le milieu médiumnique, thérapeutique, et que souvent ça peut influencer les choix ou la compréhension aussi des sessions. Il y a des personnes qui, des fois, sont dépassées par la session ou n'arrivent pas à recadrer dans leur tête par rapport à leur filtre, par rapport à leur programme, par rapport à leurs croyances. Donc, on va essayer de lever le voile, c'est un grand mot. On va essayer d'amener un maximum de réponses claires, parce que c'est pas évident de parler de ce sujet, euh, pour que les personnes puissent comprendre notre démarche, notre façon de fonctionner, ainsi que la métabolisation, par exemple, des sessions. Tout ça, on va en parler euh, en espérant d'être le plus léger possible et le plus clair possible. Alors, le mot qui régit un peu notre fonction à tous, c'est l'humour. Parce que c'est vrai qu'on aime bien amener une touche d'humour, une touche de légèreté dans des domaines des fois un peu difficiles ou un peu lourds. Et c'est comme ça qu'on dédramatise un peu ou qu'on allège vraiment ces sessions. Donc, on va être très décontracté dans cette discussion. Voilà. Alors, pour commencer, je vais parler de la méthode de Calogero-Griffasi pour bien expliquer. Déjà, comment moi je l'ai connue, cette méthode. Avant tout, j'ai parlé un petit peu de moi, de mon parcours. Donc, j'ai fait. Donc, c'est vrai que je suis médium spirit. Donc ça, je ne l'utilise pas spécialement pendant mon travail. Mais c'est vrai que ça me donne une perception particulière. Deuxièmement, j'ai une connaissance ésotérique de mes recherches que je pratique depuis une trentaine d'années d'expérience. Enfin, j'aime ça. Je suis un petit peu une archéologue spirituelle, c'est une façon de parler, une archéologue de l'esprit. Et donc, j'aime assez décortiquer, trouver. J'aime pas spécialement, je pense que ceux qui me connaissent le savent, la croyance. J'aime bien pouvoir démontrer, avoir des preuves comme on peut, d'une manière ou d'une autre, en tout cas fouiller un maximum. Donc cette connaissance, je l'ai accumulée, ce qui m'a permis de bien comprendre rapidement, de suite en fait, la technique, la méthode de Calogero-Griffasi. Alors cette méthode, je l'ai découverte par un hasard qui pour moi n'en est pas un. J'avais fait une école d'hypnose, j'ai fait une hypnose ericksonienne pendant un an. J'étais diplômée, je travaillais en ericksonienne. Ensuite, ça ne me convenait pas parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de transferts. C'est une méthode qui s'adresse plus à l'esprit et au corps, pas du tout aux parties subliminales. Donc, c'était trop léger pour moi. Puis quand je voulais aller à l'origine ou aux causes, ça ne marchait pas. Puis surtout qu'on ne parle pas, le sujet ne parle pas pendant l'ericksonienne. Ça fait que je ne savais pas ce que vivait spécialement la personne sous hypnose. J'étais frustrée, donc les résultats ne me convenaient pas. Je suis partie donc après pour tester du Dolores Cannon, du Mike Newton. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a travaillé sur l'entre-deux-vie. Et là, ça a été un petit peu la foire d'empoigne. C'était beaucoup d'informations, beaucoup d'illusions, beaucoup de manipulations. Mon intuition profonde me disait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et donc un jour, j'ai donc ouvert mon PC et je suis tombée sur Calogero. On m'a envoyé en fait des vidéos que je n'ouvrais pas, parce que ça ne m'intéressait pas. Et ça a duré 10 jours. 10 jours où je ne pouvais plus rien faire sans trouver Calogero, hypnose régressive. Enfin, même si je voulais regarder un film ou quoi que ce soit, j'étais remplie de Calogero. Puis un soir, il y a eu un thème, c'était pléadien, reptilien, tout ça. J'ai dit, tiens, il aborde ce sujet. C'est un sujet où j'étudiais à ce moment-là. Et j'ai ouvert, et là, ça a été la révélation pour moi. Ça a été la cerise sur le gâteau de toutes ces années de pratique.
et je pouvais anticiper ce qu'il allait dire. Je comprenais la méthode, je comprenais en fait. C'était vraiment fascinant. Donc je me suis exercée pendant des heures à regarder toutes ces vidéos jusqu'à 4 heures du matin. Puis quand je me suis relevée, j'étais hystérique et j'ai voulu retourner tout de suite. Et là, je ne trouvais plus. Et alors, un bugage, je buguais en fait complètement. Je ne me rappelais plus du nom. Je savais qu'il y avait le nom d'un chanteur français, c'est tout. J'étais en panique et je ne comprenais pas pourquoi. Et mon mari me dit, va voir sur l'historique. Et je vais sur l'historique et il n'y a pas d'historique. Entre 18 heures du soir et 4 heures du matin, il n'y a rien sur l'historique, ce qui est improbable. Là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, bon, ok, moi, je pense que je suis bien interférée. Et bon, j'ai fini par retrouver. Et à partir de là, ça a été, j'ai enchaîné l'information. J'ai harcelé Calogero à envoyer des messages pour qu'il fasse une formation à l'époque, parce que je vous parle de ça, c'était en 2015. Et évidemment, il n'en faisait pas à l'époque. Et je me suis dit, il faut que je teste. Et j'ai testé donc sur mon entourage, Barbara, mon conjoint, tout le monde, ça a marché sur moi. Évidemment, j'ai fait ce qu'il fallait. Et moi, les progrès, ça a pratiquement été instantané pour moi, la libération et la métabolisation. Même s'il y a encore des métabolisations qui se font pour moi au fil des années, ça a été rapide. Et à partir de là, j'ai foncé et j'ai réussi à avoir en 2017 une formation, la première que Calogero faisait. J'ai effectivement pas spécialement appris parce que ça faisait déjà 2 ans que je faisais, j'étais presque à 1500 hypnoses déjà avec sa méthode. Mais c'était un grand moment et ça a été quelque chose qui a appuyé ma démarche. À partir de là, aujourd'hui, je suis à plus de 3000 hypnoses à travers le monde, à travers les gens en direct. J'ai fait beaucoup de directs. Avec le Covid, j'ai été obligée de passer par Skype. Puis Calogero m'a obligée aussi, donc, et de rentrer dans la team. Donc, je ne regrette pas, je les remercie d'avoir poussé parce que je retardais toujours ce moment. Et c'est vrai que je préfère toujours le présentiel, mais c'est vrai que c'est un outil formidable et c'est une possibilité formidable. Donc aujourd'hui, on va parler de cette façon de travailler, d'œuvrer ensemble, comment moi je perçois, comment je vois en fait euh, cette méthode de travail. Donc voilà, je me suis présentée, j'ai expliqué un petit peu. Voilà, je vais vous laisser maintenant, Barbara ou Audrey, prendre la parole pour expliquer votre rôle d'opérateur et comment vous vivez tout ça en fait. Eh ben, je vais commencer. Donc, moi, c'est Audrey. Alors, moi, je suis toute jeune en tant que support. Donc, j'ai pas du tout la même expérience que Barbara ni Nathalie. C'est tout nouveau pour moi. Donc, moi, ça a commencé par une session avec Nathalie, où je suis partie en hypnose pour moi, où ensuite j'ai fait pour mes filles. Et voilà, donc ça a été une belle expérience et j'ai compris un petit peu les capacités qui m'animaient, qui sont les miennes et que je ne comprenais pas jusqu'à maintenant, que je maîtrisais pas, qui étaient floues, même qui traduisaient chez moi de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse parce que j'avais l'impression de ne pas être normale, comme on dit. Voilà, et du coup, petit à petit, j'ai suivi un séminaire cet été avec Nathalie et puis Barbara. Et ce séminaire m'a ouvert beaucoup de portes, m'a fait comprendre beaucoup de choses. Voilà, ça permet de confirmer aussi ce qu'on ressent. Quand tu parles d'intuition profonde, Nathalie, c'est vraiment ça en fait. On a les réponses en nous, mais c'est juste qu'on a oublié ou qu'on s'écoute pas parce qu'on se dit mais non, c'est pas possible, ce genre de choses. Voilà. Et puis, les choses ont fait que je me suis retrouvée à travailler avec vous en tant que support. Alors, je ne sais pas si je vais bien définir ce qu'est un support. Hein. Tu reprendras, Barbara. Pour moi, c'est un petit peu le média qui va permettre à la conscience de l'autre de pouvoir s'exprimer. Enfin, de l'autre, ce n'est pas péjoratif, hein, à la conscience d'une personne de pouvoir s'exprimer. Je suis un peu le magnétophone, quoi, dans lequel on va mettre la conscience d'une personne et qui va pouvoir dire ce qui va, ce qui ne va pas, échanger avec l'hypnologue, etc. Donc, du coup, on est dans un état modifié de conscience, mais tout en étant conscient quand même de ce qui se passe. Moi, je le vis souvent en étant un petit peu en retrait. Je suis la caméra qui regarde ce qui se passe, je n'interviens pas.
j'ai pas le droit. Enfin voilà, c'est vraiment la conscience de la personne qui reste acteur du début à la fin. Et voilà, enfin moi ce que j'en tire de très positif, c'est des voyages magnifiques, des expériences sublimes et beaucoup de libération, de découverte. C'est vraiment, il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour aller quelque part, quoi. Bon, après, on est dans une autre dimension. Donc, bon, bah, comme tu disais, Nathalie, on reparlera de la métabolisation un petit peu plus tard, mais et voilà, il se passe quand même des choses intéressantes pour les consciences. Voilà, ce qui est très amusant et ce qui me touche beaucoup, c'est quand la session est terminée et qu'on voit sur le visage des gens déjà un premier changement qui est toujours, enfin moi qui m'épate toujours, quoi. C'est vrai. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la position de support. Je pense que tu veux compléter un peu, Barbara. Oui, je vais reprendre ce que tu as dit en parlant de médias. C'est vrai qu'on est vraiment comme un téléphone. En fait, on est là pour suppléer simplement au fait qu'une personne ne se sent pas d'être mise sous hypnose ou alors n'en a pas les capacités physiques, psychiques ou émotionnelles, puisqu'il y a des conditions, rappelons-le, quelqu'un qui est sous traitement chimique de type antidépresseur, anxiolytique, ne peut pas être mis en hypnose parce que sinon ça pourrait entraîner de toute façon des illusions fabriquées par son cerveau et donc il n'y a pas d'intérêt à faire une hypnose dans ces conditions. On est là aussi pour rassurer parce que j'ai remarqué qu'en fait, même pour des personnes qui ont les capacités d'être mis sous hypnose, d'avoir quelqu'un qui va traiter leur vie un peu comme s'ils étaient à l'extérieur, ça leur permet de surmonter leur manque de confiance, par exemple, particulièrement, et de se dire, bah, finalement, les choses vont être faites sans que je sois plus impliquée que ça. Alors là, c'est aussi la responsabilité de nos vidéos ou des vidéos qu'ils voient sur le site de Calo, parce que souvent les gens, bah, ils sont impressionnés par ce qu'on peut voir en hypnose. Le fait est qu'Audrey et moi, si on devait dessiner tout ce qu'on voit, ce serait très, très spécial, très particulier. Alors voilà, le support. Alors effectivement, comme dit Audrey, on n'intervient jamais, sauf si l'opérateur, l'hypnologue nous le demande. Sinon, on est en retrait. Par contre, on est capable de se connecter à n'importe quelle conscience, incarnée ou non incarnée, de l'univers. Vraiment, c'est exceptionnel. On n'a aucun souci là-dessus. Voilà pour le support. Bien, alors, il y a une liste de questions. On va commencer par la liste de questions. Alors, Barbara, on va te laisser lire et on va répondre. Poser la première question, et c'est bien parce qu'on va bien rebondir là-dessus, parce que on a souvent ce genre de cas. Alors, bonjour, pouvez-vous me dire si les sessions d'hypnose régressive peuvent être proposées pour des personnes qui ont des maladies chroniques? Nathalie, je te laisse répondre. Ben, oui, en fait, l'hypnose peut être proposée pour tout le monde. Il n'y a pas de limite à ça, enfin de cas qui empêchent de faire une hypnose. Ça peut être pour n'importe quel profil de maladie physique, psychique, émotionnelle. Ça peut être pour des animaux, pour des bébés, pour une bactérie, si vous voulez. Dès qu'il y a une conscience, on peut faire une session d'hypnose, en fait. Donc, il n'y a rien qui gêne à ce niveau-là. Je vais enchaîner sur ce que tu as dit. On parle de maladie chronique quand il y a un phénomène de récurrence sur la maladie. Très souvent, on s'est aperçu à force de faire des hypnoses que quand il y a une récurrence dans la maladie, c'est qu'il y a une interférence. De quel corde qu'elle soit, mais en général, donc c'est une cause ésotérique. Et évidemment, on encourage la conscience, dans ces cas-là, à agir sur la cause ésotérique et les conséquences dans la matière dues à cette récurrence de maladie. Effectivement, ouais. Très bien. Alors, quelqu'un nous demande si une personne regarde régulièrement les séances d'hypnose régressive ésotérique et apprend sur le fonctionnement des interférences, est-ce que son âme peut se libérer des parasites sur le plan subtil ou est-ce qu'elle peut prendre conscience de son état et évoluer sans avoir besoin de passer par la case hypnose? Alors, normalement, oui, c'est possible. En fait, rien n'est impossible aux consciences, à la partie subliminale. Elle peut se réveiller, on va dire ce mot-là, toute seule, d'un coup, sans raison, peut prendre conscience en fait d'une problématique et le régler puisqu'elle a ce pouvoir créateur. C'est possible pour n'importe qui. Ça, on ne peut pas le savoir sans vérifier. C'est toujours pareil. On peut, en regardant effectivement
des sessions, ressentir, voir, comprendre, avoir des informations qui circulent et effectivement une libération. Est-ce qu'on a une pleine libération? Il faut toujours, on ne peut pas savoir, il faut aller vérifier, mais toujours est-il que les personnes vont le sentir. Si au cours des mois et des mois, vous voyez que votre vie s'améliore, que vous vous ressentez pleinement dans vos chaussures, enfin voilà, c'est à vivre. On le sent en fait. On sent qu'il y a une amélioration. Votre intuition profonde vous dira que vous n'avez pas besoin d'en faire. C'est tout. L'intuition, c'est la voix de la conscience quelque part, la voix de l'âme. Donc, à un moment donné, si on se dit, ben moi je suis tellement mieux depuis, tout s'est mis en place, on le sent. Cette intuition va vous faire prendre, va vous faire aller dans vos choix en fait. Donc, oui, c'est possible. Merci. C'est possible. Alors, là, j'ai une liste de questions qu'on va poser au fur et à mesure. Toutes découlent de la même, je pense, la même personne, mais je parle tu vas comprendre ce que je veux dire par rapport à la conscience. Je pense que c'est un justicier. Alors, donc, la question c'est, comme il n'y a pas de paradis ni d'enfer, comment les âmes sont-elles punies? Autrement dit, est-ce qu'un violeur, un pédophile, un tueur peut-il continuer en fait à vivre alors qu'il a effectué tellement d'horreurs dans ses vies, dans ses incarnations, et vivre tranquillement après sa mort? Voilà. Alors ça, c'est la question qui revient régulièrement ou qui est à débat souvent. Alors, la problématique qu'on rencontre quand on est dans les mondes spirituels, entre guillemets, c'est qu'on a tendance à, bien sûr, on le fait puisque c'est normal, on analyse les mondes spirituels à partir de notre esprit humain, en fait, à partir des programmations humaines, de la vie qu'on a, parce que c'est la seule référence consciente qu'on ait à l'instant présent, en fait. Donc, on ne peut pas comprendre une conscience tant qu'on n'est pas au niveau, enfin, de la perception de la conscience. Qui n'a pas du tout les mêmes filtres, les mêmes perceptions, les mêmes programmes, même si elle en a. En tout cas, elle ne fonctionne pas comme un humain, elle fonctionne comme une partie subliminale, comme une conscience fractionnée ou multidimensionnelle, peu importe. Selon son niveau de conscience, en plus, elle ne va pas avoir le même que sa voisine, que l'autre. Voilà, chaque conscience est unique avec son mode de perception et son niveau. L'être humain, ici c'est pareil. Nous avons des gens ici qui, voilà, sur Terre, il y a des personnes qui croient, d'autres qui ne croient pas. Certains qui ont un sens justement très aigu de la justice humaine. Voilà, on a des différences. Il faut savoir que cette idée de justice, elle vient de quoi? Pourquoi on l'associe au monde spirituel? Elle vient des religions la plupart du temps, avec cette idée de punition, bien, mal, récompense aussi, ce qui va motiver l'existence ou qui a motivé l'existence de milliers de personnes à travers l'histoire. Voilà, je fais telle action parce que je mérite ou je serai puni. C'est comme ça que fonctionne la dualité et fonctionne le programme humain. La conscience ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'une conscience va s'incarner en pédophile, en meurtrier, ou va tout simplement pourrir la vie et l'existence de son conjoint, de ses enfants, ou voler, ou peu importe, détruire les concepts de bien et de mal, manifester les 10 commandements ou pas. Enfin, je veux dire, on a cette idée de programme. Et quelle expérience, pourquoi est-ce qu'ils le font? Alors, quand on sait qu'il y a des interférences énormes derrière beaucoup de conscience dans cette humanité, qui vont déterminer les choix de vie, déterminer les actions, interférer dans les émotions, dans les choix, déjà, comment est-ce qu'on peut juger un être humain qui va commettre une folie, un acte que nous trouvons déjà choquant? Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est sous contrôle? Est-ce qu'il est libre? Quel est son vécu? Quelle est son histoire d'âme? Tout ça, déjà, à notre niveau, on n'en a pas la réponse. Il faut aller voir déjà. Donc ça c'est vraiment compliqué d'avoir cette idée de justice. Deuxièmement, l'expérience que l'on fait ici, on ne va pas la transposer, on ne va pas la rapporter, l'amener sur le point de vue de la conscience. La conscience a ses raisons. La conscience, elle a sa perception et elle a une autre façon d'appréhender ses expériences. Pour elle, c'est un jeu quelque part. Elle rentre dans un jeu, dans un personnage, et elle va y jouer une partie en fait. Les codes de cette partie ne s'appliquent qu'à cette partie et ne s'appliquent pas du tout à son niveau de conscience. Quand elle a fini la partie est finie en fait. Elle en récupère ce qu'elle a récupéré, sachant que sa partie, il y a des joueurs qui ont interagi et qu'elle a créé avec d'autres joueurs
par ses actions, des égrégores, des réalités, des possibilités, des probabilités qui vont interférer les unes entre les autres. On n'a pas le recul, la vision, la perception nécessaire du point de vue du joueur déjà pour englober le jeu en entier, et encore moins quand on est derrière, quand on est dans la conscience qui choisit son petit joueur et qui choisit son scénario interférant avec d'autres scénarios. C'est extrêmement compliqué. Donc il n'y a pas effectivement de justice comme on le dit. Il y a des prises de conscience. Et là, un être qui a été foncièrement mauvais dans sa vie, souvent il est interféré. Souvent, des entités se nourrissent de ses actions, de ses émotions. Et il va effectivement, s'il ne se libère pas, la punition pour lui, la terrible punition, on va dire qu'il y en a une, c'est de se réincarner dans le même état ou de subir les mêmes types d'émotions et les mêmes vies. Imaginez un pédophile, on va dire sortir ce mot-là, qui, à chaque fois qu'il meurt, se retrouve dans le corps d'une vie qui a été choisie par des entités, par des interférences, et qui revit soit un pédophile, soit la victime, soit un juge quelconque, peu importe. Toujours dans ce milieu de fréquences extrêmement basses, extrêmement violentes, qui le maintient en prison, une prison vibratoire, qui ne peut pas s'échapper par le fait que ces fréquences sont extrêmement basses et qu'il y a un contrôle souvent derrière ce type d'événements par des entités extrêmement violentes. Donc, c'est vraiment pour moi la pire chose qui soit, de rester dans une boucle temporelle qui vous fait revivre indéfiniment le même type d'émotion. Parce que si vous l'avez pour les pédophiles, vous l'avez pour celui qui, par exemple, n'arrivera jamais à avoir d'enfant, parce que cette frustration va leur permettre de mieux le contrôler sur chaque vie. Ou une femme battue, ou un homme qui meurt à chaque fois violemment dans la guerre. Enfin voilà, toujours dans un concept de mort violente. Ce n'est pas seulement dans le bien et le mal, c'est toujours dans l'état émotionnel qui va servir aux interférences pour manipuler et qui va maintenir la conscience dans des états non évolutifs en fait. Il n'y a donc pas de justice au sens humain. Cette justice, elle est divine. Cette justice, comme elle est représentée dans les textes bibliques ou religieux, elle est issue du filtre humain en fait. Elle n'existe pas derrière. On a notre propre souffrance et notre propre punition si on ne sort pas de ce schéma-là. Alors justement, toujours avec cette même personne, elle demande comment annuler un contrat d'âme. Est-ce qu'on dit juste non et pouf, ça disparaît? Alors, c'est bien d'avoir la volonté déjà, en étant incarné, de dire je ne veux pas de pacte, je ne veux pas être impacté, je ne veux pas ouvrir les champs. Cette volonté, cette façon de manifester dans la matière notre volonté à être libre, déjà c'est un bon point effectivement, parce que ça va amener des créations de réalité justes pour nous. Mais non, ça ne suffit pas de dire non. Il faut agir, il faut créer en fait, il faut aller à la cause, à l'origine. C'est toujours pareil. Au moment où on va voir ces interférences, on va dire non, je ne veux plus. Mais en fait, si ça fait 15, 20, 30 existences que ces êtres vous contrôlent, ça veut dire que sur votre grille d'incarnation, sur ces lignes temporelles, il y a, par exemple, vous avez 50 vies que vous faites dans la matière, et il y en a 15 qui sont sous contrôle. Et donc, si on ne retourne pas à l'origine, on peut toujours avoir des liens émotionnels, on peut toujours avoir des impacts, des contrôles. Il y a tout un travail à faire avec les fréquences, avec les vérifications, avec les sauts de lignes temporelles à faire en avant, en amont, en parallèle, qui nous permettent de vraiment défaire complètement toute forme d'emprise. Dire non ne suffit pas, mais c'est déjà un grand pas. Alors, du coup, elle enchaîne. Est-ce qu'en tant qu'âme, après sa mort, est-ce qu'elle peut informer d'autres âmes décédées pour les prévenir des dangers des entités mangeurs d'énergie? Bien sûr, l'information de toute façon, elle circule instantanément. Il n'y a pas de séparation entre les consciences, ce qui fait qu'on peut faire des soins à distance, du Skype, on peut tout faire. Pourquoi? Parce que ce soit ici ou ailleurs, les consciences font partie d'un tout, elles sont toutes unies, reliées. La séparation n'existe que par la perception et les mondes que nous incarnons en fait. Donc cette séparation, elle n'existe pas. Donc nous sommes tous unis. Donc cette information circule, qu'on le veuille ou non. On le dit, une âme qu'on libère dans cette humanité, c'est 100 qui le font au même instant. Elles n'ont pas eu besoin d'hypnose, il y a eu quelque chose de fait. Après, à quelle proportion, quel niveau, ça c'est encore autre chose. Mais en attendant, l'information circule. Si la conscience, en sortant dans son espace, elle a envie de faire passer de l'information qu'elle va créer, qu'elle le fasse. Je lui souhaite surtout qu'elle crée pour elle et qu'elle vive pour elle, parce que
Une conscience, elle est dans son espace, seule. C'est à ce moment-là qu'elle est libre et qu'elle peut faire ce qu'elle veut et qu'elle peut vraiment, réellement créer des potentialités qui vont servir à tout le monde. C'est pas en se déplaçant et en essayant de... Mais elle peut, si elle le veut, parce qu'après tout, à partir du moment qu'elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Alors, est-ce qu'il y a des plans dimensionnels où rien n'arrive? C'est-à-dire que cette personne pense qu'il peut pas y avoir qu'il doit y avoir un lieu où tout se passe bien, où il n'y a pas de problème, pas de guerre, pas de douleur, qu'on pourrait qualifier de paradis, mais un endroit, en fait, des plans dimensionnels, est-ce qu'il y en a où il ne se passe pas tout ça? Alors ça, c'est voilà, là on voit bien la séparation entre le filtre et la compréhension des mondes dimensionnels. C'est pas fini avec la prochaine, tu verras. En fait, là où il n'y a rien, c'est quand la conscience est libre. C'est dans sa maison de l'âme, dans son espace, sa dimension à elle. Il n'y a rien. Du moment qu'elle est libre, qu'il n'y a pas d'interférence. Elle peut créer tous les paradis et les mondes qu'elle veut. Elle peut les explorer. À partir du moment qu'elle le crée elle-même. Après, si elle s'incarne, ça c'est autre chose, dans la matière, dans un monde où elle va vivre dans un corps ou dans une réalité qui a des fonctions, des filtres, des codes, bah, on ne sait pas s'il n'y a pas de guerre, s'ils sont en paix, en harmonie. Il y a des mondes comme ça, certainement. On a eu le privilège d'en effleurer quelques-uns, mais ce n'est pas la même chose avec la conscience et les mondes dimensionnels, en fait. Il y a une grande différence. Oui, ça existe. Il existe des mondes. C'est l'espace de la conscience qu'elle va explorer et créer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conscience crée. Et ensuite, elle va dans sa création pour l'explorer complètement, l'expérimenter, modifier indéfiniment ce qu'elle souhaite, en fait. Alors, donc, oui, il y a des mondes à part. Ouais. Je vais poser la prochaine question, c'est toujours de cette même personne. Y a-t-il des entités qui nous veulent du bien? Qui sont-ils? Et là, j'ai mis à part les guides. On arrive au cœur du sujet. Oui. Alors, c'est toujours pareil. Des entités. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une entité? Déjà, la différence, c'est quoi? Une entité, c'est un être vivant sur d'autres plans, ayant pas la même fréquence que nous, n'ayant pas le même ADN fréquentiel, n'ayant pas la même perception, histoire et niveau de conscience. Donc, du coup, sa fréquence va se manifester par une forme, humanoïde ou pas, peu importe, et des capacités, soit de passer de dimension à d'autres dimensions, soit de créer des choses ou pas, ça dépend s'il est involutif ou pas. Une entité involutive ne crée pas et ne possède pas n'a pas d'énergie. C'est pour ça qu'elles viennent faire une co-création avec les âmes qui ont ce pouvoir, parce qu'elles n'en ont pas. Et elles n'ont pas d'énergie, donc elles vont en chercher là où il y en a. Et les âmes connectées, les entités qui sont connectées, qui ont un pouvoir créateur, ben elles ont tout ça. Donc il faut que ces entités puissent prendre, parasiter ou co-créer avec elles pour la récupérer. Une entité, donc un être d'un autre plan. Ces entités, les entités qui ne sont pas contrôlantes, c'est-à-dire qui sont comme nous, c'est-à-dire nous sommes des entités de la 3D, par exemple, dans notre partie subliminale, mais nous sommes aussi multidimensionnels. Donc nous avons des parts de nous qui sont à des niveaux différents, supérieurs, inférieurs, peu importe. Et donc, nous sommes des êtres de lumière incarnés dans notre création à plusieurs niveaux, simultanés en fait. Ça veut dire que nous sommes aussi des guides quelque part, si on veut dire par là. Peut-être qu'on est le guide quelque part. On est un être de lumière quelque part. Les entités qui nous veulent du bien, elles ne fonctionnent pas comme ça. Elles ne résonnent pas comme une histoire de bien ou de mal. Ça, c'est humain. Ça, c'est l'enseignement spirituel humain. Ça n'a rien à voir. Une conscience ne va pas parler de bien ou de mal. Une entité ne va pas parler de bien ou de mal. Elle va parler de fonctionnement. Une entité qui vient vous parasiter, elle vient parce que c'est sa nature. Elle a besoin d'énergie, elle a besoin de choses. Elle fonctionne comme nous. On mange, comme nous on dort, comme nous on va faire des choses qui font partie du fonctionnement de notre corps humain. La conscience, à un certain niveau, elle a ses fonctionnements. Donc une âme qui est par exemple dans un reptilien, sa fonction c'est la survie, sa fonction c'est de pouvoir, le pouvoir c'est de se répandre, de dominer, de contrôler et de récupérer de la nourriture pour maintenir son concept, son corps, son espace, ses projets en place. Il a besoin d'une nourriture, c'est-à-dire d'une énergie qui soit calibrée à la hauteur de sa fréquence, sinon, si elle est inférieure ou supérieure à la sienne, il aura des difficultés. Donc, il va chercher à parasiter
une fréquence, une source d'énergie, une lumière, et à utiliser ce pouvoir créateur qu'elle possède pour lui, parce qu'il n'en a pas. Donc, il va fonctionner. Pour lui dire qu'il fait quelque chose de mal va lui paraître aberrant. Parce que pour lui, c'est pas faire du mal que de fonctionner. C'est comme si moi, enfin, quand on va couper une plante pour en faire de l'huile essentielle, est-ce que nous sommes mauvais? Pour la plante, certainement, à moins qu'elle ait choisi de le faire, je ne sais pas. Pour un animal, un poulet qu'on va tuer pour manger, est-ce que pour le poulet, on est méchant? Mais bien sûr. Mais pourtant, moi, quand je mange mon poulet, je ne me sens pas méchante, je survis en fait. C'est des exemples qu'on peut vraiment élargir. Pour des entités, elles fonctionnent. Est-ce que le fonctionnement d'un être de lumière possédant un pouvoir créateur, un niveau de conscience et une lumière, est-ce que son rôle est d'être un guide et d'intervenir pour le bien-être de quelqu'un? Si on comprend le fonctionnement des consciences, on sait que plus elles sont autonomes, libres et en pleine conscience, elles n'ont besoin de personne. Donc si quelqu'un se présente, c'est qu'il a une intention. Puisque nous sommes multidimensionnels comme un système de poupées russes, ça veut dire que si nous sommes bien reliés sans parasitage, cette intuition première, c'est nous à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que notre propre guide, c'est nous-mêmes à un autre niveau. Donc on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur à nous. Il n'y a pas d'entité qui intervienne dans votre espace qui soit sans intention de contrôler, ou de récupérer, ou de fonctionner. Qu'elle se présente en guide, en ange, en être de lumière. À partir du moment qu'elle rentre dans votre maison de l'âme, ses intentions ne sont pas justes pour vous. Pour elle, pour lui, elles sont justes. C'est un petit peu considérer les âmes créatrices comme des enfants qui auraient besoin qu'on leur tienne la main en permanence alors qu'elles ont créé des univers, des mondes et qu'elles ont créé en permanence, à qu'à un certain niveau, elles sont au centre de tout. Est-ce qu'on doit penser comme des humains ou est-ce qu'on doit penser comme des âmes? À nous de voir. Merci. Alors, il y a une question, mais ça, je pense qu'on ne va pas pouvoir y répondre maintenant. Quelle est l'origine de l'humain? Qui a créé nos âmes? Et est-ce que nous sommes juste là pour servir de garde-manger aux entités? Alors ça, tu l'enseignes dans tes séminaires. Tu expliques l'origine de l'humain, l'origine de l'âme, ce qu'on appelle communément la source. C'est trop compliqué, sachant que tu as un séminaire qui dure 30 heures. On ne peut pas, dans cette vidéo-là, expliquer tout ça et expliquer vraiment l'origine, parce que il y a trop de paramètres à mettre en juxtaposition pour pouvoir le faire maintenant. Donc, je préviens, on ne répondra pas à cette question, on ne pourra pas. Je vais juste la survoler un tout petit peu quand même, pour donner un petit peu l'information. Alors déjà, nous n'avons pas la prétention de détenir la vérité ou une forme de vérité ou que c'est nous qui avons la vérité. Il faut savoir que c'est des dialogues, des recherches, des dialogues avec des âmes, des consciences, à chaque fois, à certains niveaux, pour essayer de comprendre d'où viennent les âmes. La seule information que je peux donner là, tout de suite, sans explication, l'information qui revient le plus, c'est que nous sommes la source. Nous sommes donc ce qu'on appelle la partie divine. L'âme est une fraction, un prolongement de la source. Elle n'est pas extérieure à nous comme le concept d'un Dieu extérieur, supérieur. C'est nous. En fait, il y a un centre et il y a une fragmentation qui crée d'autres fragmentations, qui crée d'autres fragmentations. Et ce sont des fragmentations à chaque fois des êtres entiers qui vont se doubler. Mais en remontant, on va arriver à un point d'origine qui est la source. Donc la source, c'est nous, nous sommes la source. Il n'y a rien de séparé. C'est vraiment un système de poupée russe, vraiment, ou un point avec un cercle qui part à l'infini. C'est l'information qui revient. Ça veut dire que la source n'est pas extérieure. Alors, quand vous avez des guides, des êtres qui vous disent « je vous emmène voir la source, tu es devant la source m'envoie, la source me dit », ça ne correspond pas. C'est-à-dire que nous sommes la source. Nous sommes donc la source à l'intérieur de sa propre création infinie. Ça, c'est une information qui revient. C'est tout ce que je peux dire, parce qu'après, pour les schématiser, pour l'expliquer plus scientifiquement, c'est effectivement, ça prend 30 heures, minimum. Voilà. Okay. Il y avait autre chose qu'elle avait dit. Elle avait demandé la source et elle avait dit d'où viennent les âmes. Donc, les âmes viennent de la source. Et est-ce que l'âme est juste là pour servir de garde-manger aux entités? Non. Alors, j'ai répondu un petit peu avant. Hein. Oui. Tout dépend du niveau de la conscience
Elle est là pour créer, elle est là pour vivre, pour expérimenter ses propres créations aussi. Et donc, selon l'endroit où elle se situe dans ses créations, comme nous ici en 3D, dans cette partie de l'univers matière, il y a des contrôles, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des filtres, il y a un parasitage. C'est une expérience à un certain niveau que la conscience accepte de vivre, il faut le savoir. Donc, je rappelle que si on pense en humain, soit on pense en conscience. En conscience, c'est ni plus ni moins pour elle, à un certain niveau, une expérience de plus. Garde-manger. Et nous, est-ce que quelque part, nous ne sommes pas aussi dans une autre vie, dans une autre ligne temporelle, des bouffeurs d'énergie? Certainement, puisque nous explorons tout. Donc, on ne fait pas que ça. La conscience ne fait pas que ça, heureusement. Alors, j'ai une question qui va découler de ce que tu viens de dire. Mmh. Alors, une personne nous dit, nous pouvons nous réincarner plusieurs fois dans une même vie afin d'y vivre, revivre des moments de notre vie actuelle et éventuellement changer certaines choses de cette vie. Un peu comme modifier des séquences d'un film dans lequel on a déjà joué. On est d'accord avec ça. Oui. Mais qu'en est-il de nos proches quand on rejoue notre réincarnation? Est-ce que les âmes incarnées dans nos parents, frères, sœurs se voient elles aussi revenir à rejouer cette incarnation? Si oui, comment une âme serait obligée de revenir rejouer? Sinon, qui serait mis dans les corps de nos proches lorsqu'on rejoue le scénario? Est-ce qu'il y a d'autres âmes qui sont présentes ou simplement un écho ou une mémoire des âmes qui avaient d'abord, initialement, joué le rôle de ses proches? Alors, c'est une très, très, très bonne question, très pertinente. On sent que la personne derrière il y a du level dans la réflexion. Moi, je sais qui c'est, donc. D'accord. Pardon. Alors, effectivement, on est dans une boucle temporelle et on refait en boucle nos vies. Et ce sont que des lignes, en fait, temporelles. On a l'exemple, par exemple, quand on fait des sessions d'hypnose où on fait une futurisation, certaines personnes vont voir que la Tour Eiffel dans 30 ans, sur cette ligne-là, elle n'y est pas, et d'autres, elle y est encore. Ça veut dire qu'elles ne sont déjà plus sur la même ligne temporelle, en fait. Et pourtant, c'est les mêmes moments, mais ce ne sont plus les mêmes espaces-temps, en fait. Donc, est-ce qu'on se retrouve avec les mêmes âmes en train de revivre la même chose? À vérifier. S'il n'y a pas d'interférence, c'est normalement oui, on est avec les mêmes, puisqu'on est dans une boucle, et que quand on revient, c'est pour modifier ce qu'on ne veut pas revivre. C'est un peu comme si l'univers avait basculé et qu'on était dans cette boucle, en fait, en permanence, avec des cycles, des périodes, où on a la possibilité d'en sortir ou pas. Et en tout cas, on repart. Ce qu'on est en train de faire, on l'a déjà fait. Et quand les gens ont des précognitions, quand ils disent des rêves prémonitoires ou des visions du futur, en fait, ce ne sont pas des visions, ce sont des souvenirs, en fait. On se souvient, et si on l'a, ce souvenir, c'est pour le modifier avant que ça arrive. C'est pas pour le subir. Et plus on sera nombreux au même moment à modifier cette réalité, plus on pourra faire basculer la réalité dans ce qu'on ne veut pas refaire en boucle, en fait. Et donc, l'intérêt des entités interférentes, c'est de, effectivement, modifier la donne, nous empêcher de modifier cette boucle temporelle tous ensemble. Donc, l'intérêt, c'est que nous soyons tous sur la même ligne temporelle au même moment pour la modifier. Est-ce que nous y sommes tous au même moment? À vérifier. Voilà. C'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Donc, on ne peut pas savoir. Mais l'intérêt, c'est vraiment de tous ensemble. Après, il y a des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de lignes temporelles au même moment. Au même moment. Compliqué. Alors, justement, comment un corps physique peut-il vivre au présent alors que son âme est attachée à une vie passée en raison d'une interférence et ne soutient donc pas le corps physique dans son intégralité? C'est pas compliqué, c'est pas les mêmes plans. Donc, si on a compris le système des consciences, une conscience qui est en fait pas dans le même espace-temps et le corps qui est à l'intérieur en fait d'une dimension. On va imaginer en fait que vous êtes dans un laboratoire et ce laboratoire, vous êtes un laborantin et que vous avez une espèce de boîte en plexiglas avec des bactéries, des microbes et tout ça. Vous ne pouvez pas rentrer votre corps dedans pour aller manipuler. Il faut donc prendre des gants. Il y a des gants qui rentrent dans la boîte et à partir de votre laboratoire, avec ces gants dans la boîte, vous pouvez trafiquer complètement ces petites cellules en fait. On va dire que ces petites cellules, la conscience les manipule à travers un espace-temps. C'est, on va dire, les humains. La boîte, c'est l'espace dimensionnel dans lequel se situent toutes les matrices dimensionnelles. Et la conscience, elle est toujours dans son laboratoire. Ce qu'elle vit dans le laboratoire, il reste dans le laboratoire et ce qui est dans la boîte est dans la boîte, en fait. Cette interférence n'a pas de... En fait, c'est vraiment
La petite bactérie qui est en train de vivre ça, si elle ne la voit pas, s'il y a quelqu'un qui a mis les mains dans ses gants ou qui l'interpelle en permanence pendant qu'elle est en train de trafiquer ou qu'elle est bloquée sur une autre boîte, qu'elle est en train de réfléchir à ce monde-là qu'elle va mettre ses gants régulièrement et qu'elle oublie carrément qu'elle est aussi en même temps en train de faire quelque chose parce qu'on l'interfère, c'est quelque chose de tout à fait possible pour la conscience. Le problème, c'est que pour la cellule, pour les bactéries, pour les micro-mondes qu'il y a dans la boîte, eh bien, ce qui semble être une petite puce sur son dos à elle, un embêtement, et c'est je le dis, un cheval sur son dos, c'est-à-dire à un certain niveau dans la boîte, c'est terrible. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. La conscience, on a tendance à dire qu'elle est dans le corps, je fais une sortie de corps, tout ça. Ça, c'est autre chose. La conscience, elle est à l'extérieur de ce plan ici. Et elle a les mains. Le corps est un portail qui permet à une conscience de rentrer dans la dimension dans laquelle nous marchons. C'est comme si elle avait mis 2 doigts ou simplement un œil, en fait, pour remettre les choses à leur proportion. Et c'est très difficile, en fait. Donc c'est normal. Alors, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, j'ai une série de questions concernant surtout le fonctionnement par rapport à la méthode Grifasi. Alors, Aurore Chevalier disait dans une de ses vidéos que la loi d'attraction attirait les entités, que le simple fait de souhaiter très fort quelque chose nous rendait très vulnérables. Je ne parle pas d'ici d'invocation et de prière, mais bien de souhaits, de rêves, projets pour le futur. Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est pas compliqué, c'est de comprendre comment fonctionne le corps humain. Parce qu'en fait, on ne nous l'apprend plus, on ne nous l'explique pas. Tout est fréquence, en fait. Il y a 2 choses à retenir dans notre univers et dans notre espace, c'est 2 choses. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien, tout ça, c'est des programmes. C'est qu'il n'y a que la volonté et les fréquences. Tout est une histoire d'énergie. Notre œil, en fait, il ne voit pas de table, il ne voit pas Barbara, il ne voit pas Audrey, il ne voit pas tout ça. Il voit de la lumière. La lumière percute la rétine et après, votre cerveau, par son programme, va remettre les choses en place. Ça veut dire que nous émettons et nous recevons en permanence des fréquences. Notre plexus solaire, qui est le 3e chakra, va émettre des émotions en permanence, donc des fréquences. Les émotions sont des fréquences. Le programme qu'on a ici, en fonction de notre vie, notre histoire, de plein de choses, une pensée va déclencher une émotion, donc une fréquence, et ça va créer notre réalité. Donc effectivement, penser, c'est émettre une émotion, automatiquement. Est-ce qu'on émet la bonne émotion? Est-ce qu'on émet la bonne fréquence? Donc ça va dépendre de nous. Effectivement, on vit ce que l'on est, et on attire à soi la fréquence qui s'adapte en fait. Donc, si notre corps est calibré pour avoir des fréquences basses, on aura du bas. S'il est calibré pour avoir du haut, on aura du haut. C'est-à-dire que notre réalité reflète notre état intérieur, notre création, notre fréquence, en fait. Alors, oui, l'intention, c'est émettre une fréquence. C'est comme ça qu'on pratique la sorcellerie. C'est comme ça qu'on crée sa réalité. Sans faire de rituel, sans rien. Au milieu de son salon, on peut modifier le monde. Notre monde et le monde. En fait, à tout instant. Il suffit d'avoir la volonté et la fréquence pour le faire. Et évidemment, on attire à soi ce qu'on est. C'est logique quand on connaît le fonctionnement d'une fréquence et du corps. Voilà, ça, donc c'était sa deuxième question était là-dessus, sur notre potentiel, le fait que nous puissions créer notre réalité, et que donc chaque seconde, on peut être des puissants êtres créateurs, comme tu le répètes dans beaucoup de tes vidéos. Oui. Ensuite, la question, nous savons maintenant que pour plusieurs d'entre nous, notre ADN a été modifié et hybridé. Pouvons-nous pleinement rayonner notre être malgré ces transformations? Peut-on modifier ces transformations? Déjà répondu un peu avant. À partir du moment qu'on est conscient, on peut tout faire, parce qu'on a ce pouvoir créateur. La connaissance libère de tout. Donc oui, l'ADN a été modifié. Oui, bien sûr. On peut la modifier. Oui. On a ce pouvoir de contrôler notre corps. On a ce pouvoir de modifier les choses. Et en plus, si on le fait tous, si on a un pourcentage qui le fait au même moment, on réalise la création dans la matière. Bien sûr. Alors, oui. Alors, je pense que c'est la prochaine question. On va y répondre ensemble, toutes les trois. Alors, une amie à cette personne a découvert les hypnoses ésotériques et elle pense que c'est truqué.
Elle dit que les personnes hypnotisées parlent de manière fluide, mais que systématiquement, elles réfléchissent plusieurs secondes lorsqu'on leur demande un nom, comme si elles cherchaient le nom dans le mental. Moi-même, quand je fais le test d'induction à l'hypnose, j'ai des choses qui me viennent et j'ai l'impression de les choisir, que c'est mon mental qui choisit les lieux, les noms. Rien n'est fluide et contemplatif. Est-ce mon mental qui résiste? Est-ce possible de dépasser cela et comment? Alors là, on va se faire plaisir, les filles. Vous allez répondre en point de vue, en fait, de l'hypnose, en fait, d'opérateur. Puis après, moi, je parlerai. Allez, qui commence pour répondre à cette Comme, question? Pardon. comme Allez, tu veux, Barbara, Barbara. je te sens là. Alors, quand on cherche un nom, il faut savoir déjà comment ça fonctionne. Pour ma part, quand Nathalie me demande, Nathalie ou n'importe quel hypnologue, puisque je travaille avec d'autres hypnologues, quand l'opérateur va me demander de me connecter à la conscience de la personne qui est là, je la capte parce que nous émettons tous une fréquence différente et je la touche pour m'assurer que c'est bien la conscience de la personne qui est avec nous. Une fois cette vérification faite, j'ai accès à tout ce qu'elle est, comme elle a accès à tout ce que je suis. On a parlé tout à l'heure du fait que nous sommes tous interconnectés. C'est encore plus vrai quand on est en état de conscience modifié. On a accès aux livres ouverts. Les consciences sont comme des livres ouverts. Mais les entités aussi. Ça va dans un sens et ça va dans l'autre. Et le plus souvent, quand on me demande un nom, alors si c'est un nom qui appartient à la conscience, par exemple, qui elle est, si elle n'est pas la personne qui est présente avec nous, qui elle est, si elle est coincée sur une vie antérieure, elle ne se rappelle pas forcément. Il faut qu'elle pousse son raisonnement ou son souvenir pour se rappeler qu'elle a été telle ou telle personne, parce que la conscience oublie. Ce qui fait qu'elle est bloquée dans cette vie, c'est l'émotion. Et c'est ça, en fait, dont elle va se souvenir le plus, c'est son émotion. Pas son nom ou les personnes qu'elle a fréquentées ou la maison qu'elle habitait, mais son émotion. Après, si elle pousse sur son émotion, l'émotion ranime le souvenir et hop, la vie lui apparaît, donc le nom arrive à ce moment-là. Ça, c'est pour les consciences. Pour les entités, le plus souvent, elles n'ont pas de nom ou des noms qui ne sont pas prononçables dans notre langue ou carrément des notes, des fréquences. C'est simplement, elles ont une fréquence qui constituerait, on va dire, leur marque ADN. Et sauf que moi, je ne lis pas l'ADN comme ça, je cherche un nom, donc l'entité finit par me laisser traduire, donc ça, il sort quelque chose d'elle qui ressemble à un nom, le plus souvent qui ne veut rien dire, c'est les syllabes mises à côté de l'autre, mises l'une à côté de l'autre, et ça a un sens, ça lui permet en tous les cas, ça nous permet à nous de nous rendre compte que l'entité est suffisamment soumise à la conscience pour livrer un nom par lequel elle pourra être définie et avec lequel on pourra entamer un dialogue. Voilà pour ma part. Oui, moi, je suis assez d'accord avec toi et juste pour ajouter qu'en fait, il ne faut pas oublier non plus qu'on n'est pas dans la matière et qu'il y a une circulation d'informations avec nos propres filtres et que ce n'est pas le mental qui agit parce qu'on est vraiment dans un état modifié de conscience, mais c'est des informations qui arrivent et qui ont besoin d'être décodées. Enfin, c'est comme si on passait d'un état solide à un état liquide pour comparer à quelque chose de la matière. Et forcément, ce n'est pas évident. Et puis, je pense qu'il y a des tas de paramètres qui influent. La conscience pour laquelle on va être support, ça dépend de l'état qu'elle va être aussi. Est-ce qu'elle est bien, pas bien? Est-ce que c'est une conscience qui va être hyper fluide avec un niveau un petit peu plus élevé, avancé, je ne sais pas comment on dit. Voilà. En fait, ce qui me fait penser tout ça, c'est l'expérience d'un ami proche qui a fait une hypnose il n'y a pas très longtemps et il a fait sa propre hypnose. Il n'y a pas eu de support. Hein. Et après coup, il me dit, bon sang, au début, j'étais pas en hypnose. Il dit, j'étais pas en hypnose parce que je ne voulais pas être en hypnose, en fait. Et il explique, il a pu différencier le moment, quand il s'est revu, il sait à quel moment il a basculé, comme il me dit. Il dit, j'ai basculé. Et là, il sait qu'il s'est connecté à autre chose que le monde de matière. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à saisir parce que c'est vraiment, on n'est pas là, quoi. On n'est pas du tout ici dans un système géographique précis, dans la matière, etc. Donc, il y a tellement de facteurs qui jouent que c'est pas simple. Après, le mental, pour ma part, est pas actif.
Parce que si le mental était actif, on serait dans une fiction, dans une imagination, et on ne pourrait pas avoir de détails précis sur l'état émotionnel des gens, sur leur type de fréquence. Enfin, je veux dire, des fois, il y a des choses qui ressortent. Quand la session est finie, les gens disent des trucs qu'ils nous ont pas dit. Ah ben alors là, je suis bluffée, effectivement. Donc, ça peut pas être une invention. On n'est pas dans un esprit comment ça s'appelle là, c'est de mentaliste ou je sais pas quoi là. Ouais, le SMER. On part vraiment en session, quoi. C'est différent, en fait. Tout à fait. Voilà. En fait, pour répondre aussi à sa question, les gens confondent les hypnothérapeutes, les hypnologues et les hypnotiseurs. Ce sont 3 fonctions différentes. L'hypnose, c'est que des protocoles. L'hypnose de spectacle, c'est les hypnotiseurs, ça n'a rien à voir. Les protocoles et ce qu'ils vont toucher, c'est les programmations de l'esprit, c'est le corps en fait. L'hypnothérapeute, par exemple en ericksonienne, ne va travailler que sur l'émotionnel du corps, sur l'esprit, sur le subconscient en fait. Or, le régressif, qui est une modification de conscience plus ou moins légère selon la méthode qu'on va appliquer, c'est on va dire une sortie de corps, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le mental, on n'est plus dans le corps, on est comme dans un rêve. En fait, quand on dort, quand on s'endort la nuit, on passe dans ces états de conscience modifiés que c'est la même chose que quand on se met en méditation profonde ou en hypnose profonde en fait. On ne touche pas aux mêmes zones, on ne fait pas les mêmes, c'est pas la même chose en fait, ces hypnoses-là. Mais quand on s'endort, on fait les mêmes schémas de descendre en fait. À un moment donné, on a l'esprit qui va lutter, le cerveau gauche particulièrement, c'est qu'on a le nez qui gratte, la gorge qui pique. On va avoir des symptômes que l'hypnothérapeute ou l'hypnologue va observer et va savoir à quel niveau la personne commence à descendre en fait. Ce qui va nous permettre de savoir exactement par des questions, par des réactions du corps. Par exemple, à un certain niveau, je vais donner l'information de modification de conscience, il y a une manifestation sur le visage devient complètement symétrique en fait. Et ça ne s'obtient qu'à un certain niveau de modification de conscience en hypnose. Ça, ce sont des facteurs, il y en a plein. Il y a le REM aussi en fait au niveau des yeux, il y a plein de choses qui se passent. Après, quand on va savoir, par exemple, pour moi qui vais, je pose des questions, j'écoute. Le temps des verbes, la façon dont la personne va s'expliquer, les prononciations, la perception des choses va m'indiquer à quel niveau elle est, si elle est dans le mental ou pas. Ça, c'est la connaissance de l'hypnothérapeute ou de l'hypnologue, du fonctionnement des niveaux de conscience, du corps et des réponses. Tout est fait, en fait, à partir de là. Après, il y a des personnes qui sont plus lentes à entrer dans le sommeil. Quand on s'endort, il y a des gens qui s'endorment soudainement. Certaines, vous ne voyez pas les étapes, certaines s'endorment lentement par étapes. Ils sentent cette période, où, vous savez, celle où on commence à se réveiller ou comment on commence à s'endormir, c'est un peu vaseux. C'est là souvent qu'on fait les rêves, où on a des informations. C'est cet état de conscience modifié que les médiums ont quand on voit une entité ou qu'on a des informations. On est cette espèce de double, en fait. Et c'est là qu'on peut avoir beaucoup de choses. Et bien, quand on descend dans la phase du sommeil profond, le corps est complètement immobile et qu'on est sorti du corps, on va faire des rêves. Ça veut dire qu'on est du point de vue de la conscience, de notre partie subliminale. Et quand on revient de ce rêve qu'on se réveille, notre cerveau, il a pris des informations du monde subliminal de la conscience. Et ça donne quoi? Que ça ne veut rien dire. C'est l'ordinateur, l'esprit, il a une autre codification. Ça fait qu'il va vous traduire quelque chose qui ressemble à rien. N'importe quoi en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est traduire un monde, le monde de la conscience avec les codes d'ici. C'est pas possible. Donc, c'est très difficile d'arriver à lire. Donc, il y a des filtres aussi. L'information, elle est toujours corrompue d'une manière ou d'une autre. Mais c'est tout un travail de connaissance, de questions, de voir comment la personne réagit à l'instant présent, qui va nous faire comprendre le niveau de modification de conscience, si on est vrai dans la conscience, à quel moment le mental a complètement lâché, et comment, par rapport aux réponses, comment ça va agir tout de suite ou pas en fait. Après, on a des opérateurs, comme je disais, qui s'endorment tout de suite, non pas les phases transitoires, comme Barbara et Audrey, et d'autres, il leur faut des étapes. Parce que comme quand on s'endort, c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui n'ont pas ces facultés-là. Et sachant que quand vous voyez les hypnoses des personnes qui, comme hop, je fais ça, hop, il y a une hypnose. Vous savez déjà, plus on en fait, plus la sensibilité augmente. Vous savez que Barbara et Audrey peuvent en faire 4-5 par jour pendant des semaines et des semaines et des semaines.
Vous savez qu'elles ont à peine le temps de revenir qu'elles repartent. Donc, elles ont cette modification de conscience instantanée. Et elles ont la faculté, la sensibilité hypnotique supérieure à la moyenne. C'est pour ça qu'il est difficile de trouver un opérateur de support. C'est important. Après, pendant une session d'hypnose, les gens vont varier. Ils vont des fois remonter, on va dire, et redescendre. C'est pareil pour certains opérateurs. On le voit, ça c'est le travail de l'opérateur, de savoir à quel moment l'information elle est repassée un peu dans l'esprit, à quel moment elle est profonde. De toute façon, quand c'est trop profond, la modification est vraiment à un niveau énorme, le sujet a du mal à parler, des fois même à ne plus respirer. Donc là, on sait des niveaux qu'on ne veut pas atteindre, ça ne sert strictement à rien. En plus, ça va me parler en télépathie. Et humainement parlant, je n'ai pas encore ce privilège de comprendre mes opérateurs à ce moment-là. Donc, on va toujours rester au bord. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Faut pas... Il y a tout un travail de fait, mais il y a surtout aussi un travail derrière. C'est de voir le suivi des informations qu'on va vérifier quand on nous donne des noms, des dates, des périodes, des informations très précises. Il y a aussi plein d'informations. Puis, à mon niveau, je ne parlais que de moi, j'ai 91% de réussite à la première hypnose, avec opérateur ou sans opérateur. Si c'était avec des opérateurs du cinéma, je ne vois pas comment des possessions, des maladies chroniques, des choses terribles, que je ne peux pas en parler, des schizophrénies même, parce que c'est des sujets, pour certaines personnes, ça a été terminé en fait. Bon, sur les bébés, sur les enfants, parce qu'on pourrait dire c'est un effet placebo. Pourquoi pas? En attendant, sur des animaux, sur des bébés, sur des enfants qui n'assistent même pas à la session, on a des résultats pour certains spectaculaires. Donc, ma foi. Après, je dis aux gens, on n'est pas là pour croire ou pas croire. Il faut expérimenter. Expérimenter et après, on peut en parler, en fait. Oui, parce que, pardon Barbara, si je peux rebondir 2 secondes, je trouve que la notion d'expérience est très importante parce que, alors j'espère que je ne vais pas être maladroite et vexer quiconque, ce n'est pas du tout le but, je vais essayer de m'exprimer au mieux, mais quand on est interféré et qu'on a des doutes sur quelque chose, le mieux c'est d'aller le tester pour se faire sa propre opinion. Parce que sinon, on reste sur quelque chose qui ne nous appartient pas, qu'on n'a pas expérimenté, et on ne peut pas avoir vraiment d'avis concret, réel, palpable, et puis avec une évolution dans le temps qui est non négligeable aussi, quoi. Alors, si on n'est pas hypnotisable, est-ce qu'on peut le devenir? Alors, c'est toujours pareil, pardon. Par rapport aux statistiques, on sait qu'il y a 7% de la population mondiale qui ne va pas être réceptive à l'éricksonienne, 20% qui ne va pas être réceptive à celle-là. Après, il y a des gens qui sont inversés, génétiquement parlant, ils ont des capacités différentes. Enfin, c'est infini. C'est pour ça qu'il faut tester. Il y a des gens qui, pour la première, vont prendre un opérateur et après, le fait que la peur bloquée ou leur manque de confiance, c'est parti. Du coup, ils vont partir en hypnose. Quand ils vont vouloir faire un contrôle ou vouloir refaire une hypnose pour eux, pour aller fouiller dans certaines choses, ils vont y partir tout seuls. D'autres, ça ne marche jamais. Alors moi, par exemple, je le dis, on ne suis pas hypnotisable. Je n'y suis plus du tout, en fait, à certains niveaux. Pourquoi? C'est comme ça. Je prends des opérateurs et ça a été radical pour moi dès l'instant. Je peux prendre des opérateurs qui ne me connaissent absolument pas, qui ne connaissent rien de ma vie. Mais vraiment rien de ce que j'ai vécu hier, par exemple, ou avant-hier, et quand je les prends, ils vont me sortir exactement, précisément, même mes rêves ou une information que même autour de moi, on ne connaît pas. Ça, écoutez, chacun veut croire ce qu'il veut, mais en attendant, il y a quand même beaucoup de choses énormes qui nous confirment que ça marche bien, très très bien. Alors, tu as parlé tout à l'heure de on va dire, la technique de mise en modification de conscience, donc comment est-ce que nous, en tant que support, on descend ou comment une personne sous hypnose descend. Donc il y a une question là-dessus. L'état d'hypnose est analogue à une NDE ou une sortie de corps. Comment et pourquoi l'opérateur en hypnose arrive à bouger et à être totalement conscient, si elle peut s'exprimer ainsi, de tout ce qui va être vu et entendu. Voilà, alors ça c'est toujours pareil, c'est un manque de connaissances tout simplement, parce que c'est pas une information qu'on a spécialement à l'école ou aux 13 heures de Pernod, je veux dire, c'est clair. Donc en fait, déjà une NDE, c'est une sortie de corps, c'est une modification de conscience.
Le corps est en panne, paf, la conscience. Vous êtes du point de vue de la conscience à l'extérieur. Vous êtes le laborantin à la sortie du corps. Alors, soit il est resté au niveau de ses gants dans la boîte, mais pas sorti de la boîte, mais carrément avec encore les bactéries, mais il voit les bactéries, il ne peut pas sortir de la boîte. Ça arrive. Ou alors, il est carrément sorti de la boîte et il est au niveau de la conscience. Alors, ce n'est pas du tout les mêmes NDE. D'ailleurs, on n'a pas les mêmes NDE. Il y a des gens qui ont vu leur corps, qui ont vu des choses, qui sont encore dans l'espace intermédiaire de la matière. Et il y a ceux qui ont vu le tout. Ils sont sortis, voilà. Après, il y a ceux qui ont vu aussi les parasites, on appelle ça des NDE négatives. Donc, c'est la même chose qu'une hypnose régressive ésotérique. C'est la même chose qu'une hypnose régressive. C'est une modification de conscience et on est à un certain niveau où le corps n'existe plus, en fait. On est soit dans une matière intermédiaire, soit dans la maison de la conscience, soit sur un autre plan ou un autre monde, peu importe, ça doit dépendre du niveau de conscience. Donc ça, c'est la même chose, en fait. Ensuite, la question qu'il avait posée, c'était en fait, pourquoi est-ce que, puisque c'est la même chose, c'est une modification de conscience, l'opérateur peut bouger librement de support, on peut bouger librement, on a accès à la parole, etc., alors qu'un corps, dans l'état de NDE, par exemple, il ne le fait pas. Alors, en fait, c'est pas compliqué. Nous, on ne va pas attendre que vous ayez un accident de voiture, une mort physique pour faire une séance d'hypnose. C'est logique. Alors, quand le corps, il est dans le coma ou il a subi un traumatisme, il se met en panne systématiquement, en fait. Donc, il coupe tout. Logique, parce qu'il a besoin d'énergie pour réparer. Et donc, il va réduire au minimum, on va parler d'une NDE dans ce style de coma, au minimum les fonctions du corps pour que vous soyez juste à la limite de la vie, en fait, et que il puisse réparer ce corps. Ça peut prendre des mois, des années selon les personnes, en fait. Et donc, vous pouvez vous retrouver à l'extérieur et pas pouvoir revenir dans le corps parce qu'il n'y a pas l'énergie, ou basculer d'un état à un autre, ça va dépendre. Alors effectivement, où est-ce qu'on arrive? Est-ce que la question, en fait, les questions qui sont posées derrière cette question-là, c'est est-ce que quand on sort du corps, on arrive directement au monde d'après, ce qu'on appelle communément l'au-delà, où il y a donc l'espace des défunts, on va dire, ou est-ce qu'il existe des états qu'on va citer, des états dits de densité différente, de contemplation, où là on va réfléchir sur notre prochaine incarnation. Voilà, c'est la... Oui, j'en ai déjà parlé, mais on va reprendre. Voilà, j'ai repris. En fait, ça, c'est des croyances, en fait. Ça va dépendre, je le rappelle, du niveau de conscience. Donc, toutes les âmes n'ont pas le même niveau. Déjà, donc on ne sait pas. En sortie de corps, si elles se retrouvent dans l'espace intermédiaire, est-ce qu'elles vont se retrouver dans un autre espace? Est-ce qu'elles se retrouvent dans leur propre espace? Est-ce qu'elles sont coincées sur une autre existence à observer quelque chose? On ne sait pas. C'est au cas par cas, en fait. Ça va dépendre du niveau de conscience. Retrouver à choisir une existence, ça voudrait dire qu'elle est retournée à un espace dimensionnel qui lui permet d'être libre. Ça veut dire qu'elle est morte. En fait, tant qu'elle est reliée à cette vie, elle y est, en fait. Tant que cette partie subliminale est connectée, par exemple, c'est n'importe quoi, François est dans le coma ou il est dans une mort, peu importe, il est en dehors du corps, tant qu'il est relié, tant que le corps n'est pas mort, elle a toujours cette partie subliminale qui est liée, en fait. Elle n'a pas fini, elle n'a pas achevé. Tant qu'elle est là, elle ne peut pas faire autre chose, choisir une autre vie. Non. Elle va se retrouver dans l'espace qui correspond à son niveau, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une conscience ne peut pas rester dans un corps mort. Mais mort, vraiment mort, fini. Elle est expulsée. Quand c'est une mort brutale ou lente, elle est expulsée immédiatement. Elle ne peut s'incarner dans ce qui est vivant, en fait. Donc, tant qu'il y a la vie, elle reste accrochée à cet espace qu'elle est en train d'explorer, d'une manière ou d'une autre. Après, qu'elle soit en sortie de corps à droite, à gauche, ça va dépendre d'elle. Donc, pour reprendre, et pour avoir vécu plusieurs fois cette scène pendant les hypnoses, quand une conscience va au moment où elle choisit une incarnation, on est uniquement dans son espace. Parce que la question de la personne, c'est de savoir s'il existe des espaces contemplatifs de type espace dimensionnel où on va apprendre ou réfléchir, etc. Je rappelle que là, on ne parle pas d'espace extérieur à soi. L'espace de la conscience, il est en elle, à elle et en elle, et personne n'est là, personne ne vient faire de la contemplation dans son espace, ou alors c'est qu'il veut quelque chose. Donc on rappelle qu'il n'y a pas d'espace comme on va dire sur la Terre, ou un endroit où on peut aller méditer ou des choses comme ça n'existe pas pour la conscience, c'est son propre espace dans lequel elle prend toutes ses décisions, où elle agit puisqu'elle crée au moment où elle vit. C'est du présent, tout est fait au fur et à mesure, au présent. Il n'y a pas de futur ni de passé pour une conscience. Voilà, c'est ça, c'est le problème de notre humanité,
et ce qui est normal, c'est pas un jugement, hein, c'est de vouloir expliquer les mondes subliminaux, les mondes des consciences à partir d'un être humain programmé, à partir de nos connaissances humaines, en fait. C'est très difficile. C'est pas un jugement, moi, je veux dire, on est tout ça. Je ne peux pas, moi, vous dire autre chose que c'est du cas par cas et que ça dépend du niveau de conscience et qu'il n'y a pas un lieu de méditation pour les consciences. Pourquoi? Parce que ça À existe vivre sur l'instant Terre. présent en permanence. Voilà. Sur Terre, oui, vous avez des Ah oui. lieux mais vous pouvez faire votre méditation chez vous. Ça ne C'est ça. change rien, en fait. Alors, comme notre conscience est libre, comment est-ce Oui. qu'on peut faire déjà pour rester en contact avec elle, premièrement, et deuxièmement, comment déjouer les pièges s'il y a quelqu'un qui essaye de nouveau de nous réimpacter, et comment conserver notre liberté? Ça, c'est souvent une question qui revient. La peur humaine est en fait tout à fait normale. De est-ce qu'on va se refaire impacter? Alors, ça va encore une fois dépendre du niveau de conscience et surtout de comment la conscience a intégré l'information qu'elle vient de vivre. C'est pas nous, ça. Ça, c'est la conscience. Enfin, c'est nous. Nous, c'est elle aussi, mais je veux dire à un autre plan. Au niveau de la conscience, de la partie subliminale, si elle a bien intégré l'information qu'elle doit être libre, autonome, et que tout ce qui se présente à elle est une interférence, si elle ne l'a pas intégrée, elle va se refaire impacter d'une manière ou d'une autre, en fait. Si elle crée des liens avec d'autres états émotionnels, si elle laisse passer pour X raison, ça, c'est elle, en fait. Si elle ne veut rien qui passe, ça ne passera pas. J'ai des exemples clairs. Parce que bien sûr, nous, on peut se mettre en danger ici. On est d'accord. Il est clair que si vous passez votre temps à prier à Pierre-Paul Jacques, à demander de l'aide de l'univers, du voisin ou de quelqu'un, que vous êtes dans l'attente perpétuelle, que quelqu'un intervienne, qu'un sauveur vienne vous sauver, vous protéger, vous guider, c'est sûr qu'on crée des failles au niveau du corps, au niveau de la psyché, au niveau d'émotionnel, au niveau de notre réalité. On crée une réalité qui va favoriser les interférences. Ça, c'est sûr. Mais si votre conscience, elle ne veut pas que ça passe au niveau de la conscience, ça ne passera pas. Tant qu'elle décide que rien ne passera, ça ne passera pas. Par contre, ça n'empêche pas certains profils d'entités qui circulent dans la matière, dans notre espace dimensionnel, de s'accrocher à vous, dans votre maison, dans votre lieu de vie, et de favoriser des possessions physiques ou éventuellement des contrôles ou des interférences qui peuvent peiner votre progression. Et du coup, la connexion qu'il y a entre vous et votre conscience, entre sa création que vous devez vivre en fait. Parce que ce que nous vivons, c'est la création de la conscience. Ça peut arriver. Alors, moi j'ai des gens qui ont, par exemple, fait des rituels vaudous et la conscience, quand on est allé voir sur la conscience, ce n'était pas passé. La conscience, elle n'a rien laissé passer. Et il pouvait faire autant de rituels vaudous. Par contre, lui, il avait des problèmes un petit peu. Voilà, il voyait les entités, il était agressé la nuit, tout ça. Mais au niveau de la conscience, il n'y avait rien. Au niveau du pouvoir créateur. Et j'ai une dame qui, au bout de plusieurs mois, tout va bien, elle recommence à avoir les mêmes problèmes, elle ne comprend pas, je lui demande ce qui se passe, donc on va voir. En fait, elle est allée simplement poser un cierge pour remercier la vraie Vierge, alors qu'elle avait soi-disant une fausse Vierge pendant sa session d'hypnose, quelque part, qui l'avait sauvée. Et à partir de là, on ne sait pas pourquoi, elle s'est fait impacter. Donc la conscience, elle s'est laissée impacter. Pourquoi? À ce moment-là, il y a eu une faille qui s'est produite pendant qu'elle faisait ce cierge et qu'elle remerciait, peu importe. Ça a créé quelque chose en harmonie toutes les deux parce que la conscience n'avait pas intégré l'information, qu'il n'y a pas de vrai ou de faux vierge, qu'il n'y a pas à y avoir de qui que ce soit dans son espace. Cette harmonisation des fréquences a créé une faille qui a permis de passer une entité. Donc oui, tout va dépendre du niveau de conscience, tout va dépendre de est-ce que la conscience a bien intégré son information, son pouvoir créateur, sa liberté, et nous aussi, est-ce qu'on est en harmonie avec ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons toujours être gouvernés, dictés, soumis à des autorités supérieures? Est-ce que nous voulons toujours avoir une aide qui arrive de l'univers? Est-ce que nous attendons les remerciements de l'univers, les bienfaits de l'univers? Est-ce que nous sommes en train de penser que nous sommes que des tubes, des êtres qui fonctionnent simplement pour se punir de vie passée ou des choses comme ça? Ça dépend de notre psyché, de beaucoup de choses. C'est un travail. En fait, l'hypnose n'est pas une fin, c'est un début. Le travail de l'hypnose régressive ésotérique est un commencement, une nouvelle ligne temporelle. À nous de travailler en harmonie avec notre conscience et notre corps ici. Oui, c'est bien, comme ça je rappelle ici que l'hypnose régressive ésotérique, contrairement à ce que certains m'écrivent, ce n'est pas un soin. Ce n'est pas, vous n'allez pas contacter un magnétiseur ou un énergéticien qui va aider votre corps à aller mieux. Nous, on n'est pas là pour aider, pour
faire un soin sur la conscience, on est là pour lui rappeler ce qu'elle est vraiment, parce qu'en fait la conscience elle n'a besoin de rien, sauf parfois quand elle oublie qui elle est, et à ce moment-là on est là juste pour l'accompagner et le lui rappeler. Mais l'œuvre qui est effectuée, c'est elle qui le fait, puisque c'est elle qui crée. Nous n'intervenons pas dans sa création, et Nathalie est juste là pour accompagner, et nous les supports, nous sommes les téléphones. Donc on n'est pas là, on ne va pas agir à sa place. Donc quand une hypnose régressive ésotérique a été faite, qu'il n'y a pas d'effet derrière, c'est que souvent la conscience n'a pas intégré l'information, c'est ce que tu disais. Autrement dit, elle n'a pas compris ce qu'elle a fait, ou elle n'a pas compris en fait d'où venait le problème, et elle s'est fait souvent réimpacter. Voilà. Okay, c'est ça. Et en fait, c'est ce que tu as dit que je voulais rebondir au début. Là. Que ce n'est pas un soin. C'est pas un soin, exactement, c'est ça. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas thérapeutes, nous sommes hypnologues, pardon, et nous faisons la méthode de Calogero-Grifasi. La méthode d'hypnose régressive ésotérique. Ésotérique signifie caché, quelque chose de caché en fait, au sens large. Donc, chercher la cause des manifestations dans la matière de problématiques, de cycles récurrents, de problèmes de santé, de blocages, de questionnements, peu importe. Aller chercher s'il y a une cause. Et quand on trouve la cause sur les lignes temporelles, dans l'état subliminal de la conscience, la conscience va la défaire quand elle a pris conscience de ce problème. Elle-même va créer, réparer sa ligne temporelle, ses problématiques, et cette information va s'intégrer dans l'espace de la conscience, et nous allons le manifester à un moment donné dans la matière, à un moment donné, et sur toutes les lignes sur lesquelles il y avait un problème, en fait. Donc, sur toute notre multidimensionnalité. Ça, c'est important de comprendre. Nous ne sommes pas là pour soigner. Alors, si après, il y a des belles conséquences sur des maladies, sur des conforts, des choses comme ça, tant mieux. Et c'est merveilleux s'il y a une réactivité, une intégration rapide et une manifestation de la matière. Ça arrive, nous en avons. Mais ce n'est pas le but de l'hypnose régressive ésotérique. Nous ne faisons pas de soins. Alors, il y a des gens derrière qui me demandent à avoir un suivi comme un thérapeute ou un médecin ou un psy ou autre chose. Ce n'est pas notre fonction de faire un suivi. Nous, on est là comme des déclencheurs et des accompagnateurs, en fait. On va accompagner une conscience, déclencher des processus de création chez elle pour qu'elle puisse reprendre ses pleins pouvoirs et être le maître absolu de son espace subliminal et de son corps et de ses réalités. Si elle ne le fait pas, s'il y a des intervenants comme des thérapeutes, des magnétiseurs, des médiums, comme on le fait toujours, elle ne comprendra jamais l'information qu'elle est autonome, qu'elle a ce pouvoir de le faire elle seule, en fait. Donc, c'est le but. Et moi, j'y tiens absolument, absolument, en dehors de tout le reste. C'est mon cheval de course. Je tiens absolument, et j'interviens extrêmement rarement dans les sessions. Je peux être là, présente ou accompagnée, parce que je tiens, et je ne lâcherai pas la conscience, que ce soit un fantôme qui soit dans l'espace, que ce soit n'importe quelle âme, en fait. Je veux qu'elle reprenne son libre arbitre, son pouvoir, sa souveraineté, et qu'elle le fasse toute seule. En fait, je veux dire qu'elle me le montre. Ça, donc, c'est sa volonté qui va déterminer tout ça. Je ne la lâcherai pas tant qu'elle n'aura pas manifesté ça. Malheureusement, il y a des consciences qui ont peu de volonté, des consciences qui ont des difficultés. Et donc, je sais qu'il va falloir peut-être encore 1 ou 2 ou 3 sessions sur la longueur pour l'accompagner encore. Oui, ça arrive, effectivement. D'autres, à la première session, ça va être pleinement, en fait. Mais si le sujet pense que je lui ai fait, que nous lui avons fait un soin, qu'on doit le suivre derrière, que dès qu'il a un problème dans sa vie, alors, je le répète, nous sommes et nous baignons dans un jus vert toute la journée, dans cette matrice, dans cette société, avec ses codes, avec un monde qui interféré et sous contrôle d'entités multiples et variées, qui se nourrit d'énergie, des fréquences très basses. Ces codes que nous avons intégrés et nous avons créés aussi à d'autres histoires, à d'autres moments de notre histoire d'âme. Nous avons participé à ces créations-là, qu'on ne les veuille plus aujourd'hui ou pas, ce n'est pas le problème. En attendant, on le vit. Donc, quand vous recevez vos impôts, quand vous avez une contrariété, quand vous captez dans un magasin une émotion négative, dès que vous avez mal dormi de la nuit, que vous avez senti une présence et que vous nous appelez en nous disant « j'ai été réimpacté, au secours, vous ne me suivez pas », 3 jours après, le lendemain, 1 semaine, 15 jours, alors qu'il y a minimum 3 mois, nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à ce niveau-là? C'est important de le comprendre. On ne peut pas intervenir
et cherche une cause ésotérique à chaque, excusez-moi du terme, je vais le dire en rigolant, paix de travers en fait. D'autant plus que c'est comme si vous veniez de vous faire opérer entièrement du corps, cassé vers la voiture. Alors il y a des gens qui ont vraiment été moulinés dans une voiture, d'autres ils ont juste une jambe, d'autres, peu importe. On arrive au service des urgences. Le service des urgences, c'est la méthode Calogero-Griffani, vas-y avec nous. On fait le service des urgences et on va essayer de remettre tout en place. Ensuite, vous allez vous réveiller de l'opération avec des douleurs, avec peut-être une rééducation, avec encore des symptômes. Et tout ça, c'est normal, parce que l'information, elle doit s'intégrer, se métaboliser pendant des semaines, des mois. Pour certains, c'est plus ou moins rapide, mais en attendant, il faut un temps de métabolisation. Malheureusement, nous sommes des humains qui avons des émotions parfois habituelles, des programmes de peur, d'angoisse. Quand on a vécu, excusez-moi, pendant 40 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, des problèmes, je le comprends, des difficultés violentes, des schémas répétitifs d'émotions négatives avec des douleurs physiques, par exemple, ou autres, il est clair que ça ne va pas s'enlever en 5 minutes sur votre corps. Il est clair que vous allez encore avoir pendant quelques temps des symptômes. Il faut que ça se déprogramme et se reprogramme. On est en train de télécharger un antivirus, en train de télécharger dans la matière, dans votre ordinateur, dans votre monde, une information qui a été travaillée sur un autre plan. Il faut qu'elle arrive et qu'elle se répande. Et ça se répand en système de parapluie. L'information, elle tombe comme ça. Donc, elle va se répandre sur les lignes temporelles et ça va interagir, ça va créer des probabilités qui vont et que vous allez ressentir progressivement s'intégrer. Si vous laissez la peur, si vous laissez les émotions, les réflexes, les conditionnements interagir derrière une hypnose en permanence, j'ai peur, j'ai ressenti, j'ai soufflé un souffle, j'ai eu ça, j'ai fait un rêve, j'ai eu machin, j'ai eu une diarrhée, j'ai eu bidule, j'ai eu reçu, oh là là, machin, je le dis, voilà, il faut dédramatiser. Et il est clair que la métabolisation prend du retard puisque nous sommes aussi dans la matière des créateurs. Ça veut dire ça. Ça veut dire aussi, si vous êtes sur votre fauteuil, dites aussi ça. J'attends, moi j'attends que ma conscience elle fasse les choses. Elle a fait ce qu'il fallait, j'attends, je suis dans mon fauteuil, je zappe et je bois de la bière. Donc j'ai rien contre ça, vous faites ce que vous voulez. Mais ne venez pas après nous dire à nous, ça marche pas. Il y a un moment donné, c'est un ensemble en fait. C'est pareil. Après, si vous avez des capacités médiumniques, ça j'ai malheureusement quelque chose que les médiums, beaucoup ne comprennent pas, ou des personnes qui ne savent pas qu'ils sont médiums, qui viennent me voir, et qui ont des capacités de perception, donc un niveau de perception au-dessus de la moyenne. C'est pas parce que vous allez sentir un fantôme dans votre maison, ou dans un terrain vague, ou une entité sur quelqu'un, ou une douleur qui appartient à l'autre, que vous êtes impacté. Ça, c'est dans votre corps physique, c'est dans la matière. Ça concerne le monde dans lequel vous évoluez, et ce pourquoi vous avez vos qualités et vos capacités. Ça ne veut pas dire que votre conscience, elle est interférée. Sinon, moi, je peux vous dire que je ferais des hypnoses, moi, tous les jours, toutes les heures, pour aller voir pourquoi on m'a tripoté la tête, en fait. C'est pas possible. Et à un moment donné, les fréquences de mon corps, elles sont hautes parce que je le décide. Je suis médium, je perçois, mais on ne m'attaque pas. Pourquoi? Parce que je refuse, parce que j'ai mon énergie et parce que j'ai aimé les énergies puissantes dans la matière de ce que ma conscience elle est. J'harmonise le tout. C'est un travail collectif entre vous et votre conscience. Et il faut comprendre que les programmations de ce corps, elles sont là et elles retarderont les métabolisations si vous ne prenez pas conscience de votre pouvoir créateur qui est aussi dans la matière. Voilà, ça je réponds à la question qui revient souvent. Donc c'est pas la peine de m'appeler 2 jours après, 3 jours après, ou 3 semaines après, ça revient. J'ai ça, ou ça n'a pas marché, ou rien du tout. Si déjà derrière l'hypnose, on sent la personne, voilà. Régulièrement des gens comme ça, calmez-vous, accordez-vous du temps, une convalescence. L'important, c'est de se faire plaisir après. Important. On va poser une dernière question et je pense qu'on arrêtera pour ce soir. Oui. J'ai trouvé cette question intéressante. Lorsque l'âme quitte le corps physique au moment de sa mort, il est très régulier que vous demandiez en hypnose de quelle partie du corps celle-ci est sortie. Je suppose qu'il y a une raison. Si oui, pourriez-vous me dire laquelle? Alors, comme je l'ai expliqué, alors ça fait partie des sujets des études que moi je fais. Je ne sais pas si mes confrères dans la team le font aussi ou l'ont remarqué. En tout cas, sachant que le corps, quand on revient avec cette idée de laborantin, de petites caisses et de gants, on va dire que les gants, c'est le corps humain, un portail organique en fait. J'ai remarqué que selon la partie du corps dans laquelle la conscience va sortir, eh ben, on n'est pas dans le même espace. Elle n'est pas dans le même espace en fait. Si elle sort par la blessure, par la douleur, par des endroits du corps, à certains niveaux du corps, eh ben, elle se retrouve plus facilement
on dirait, dans des espaces qui sont déjà faibles en fréquence ou dans des parties subliminales d'elles-mêmes qui favorisent un contrôle, en fait, ou voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas la bonne porte. Est-ce que la bonne porte, est-ce que c'est le coronal? Est-ce que c'est le haut du crâne? Est-ce que ça mène directement dans notre propre espace avec minimum possibilité d'être interféré? Je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai remarqué que certaines parties du corps favorisent une libération plus légère et avec moins de possibilités d'interférence. Mais c'est toujours à l'étude. Donc pour moi, c'est important, puisqu'on part du principe que c'est un portail organique qui amène à d'autres espaces. Pour avoir vécu ça avec ma propre mort, une des propres morts de ma conscience en hypnose. Donc quand j'ai fait ma propre hypnose, j'ai vécu 2 fois ma mort. Une fois quand j'étais sous contrôle et une deuxième fois quand je me suis libérée des entités, des interférences. Et je suis sortie par 2 endroits différents du corps. Et la deuxième fois, c'était pour ma part par le coronal et je me suis retrouvée dans mon propre espace, sans interférence, sans contrôle, sans rien. Mais j'ai déjà été en contact avec des consciences dont le chakra principal n'est absolument pas le coronal. Ça peut être le chakra du cœur ou le chakra du plexus solaire, voire le 3e œil. Ce sont en fait chacun, comme on sait que les chakras sont des centres énergétiques et donc des portails dimensionnels, on va dire ce sont des dimensions. À partir de là, chaque conscience peut se sentir appartenir à une dimension en particulier, dont l'un des chakras va lui rappeler cette dimension-là. Donc, il va travailler davantage cette conscience va travailler davantage avec un de ses chakras et sortira par là. Pour elle, c'est par là qu'il faut qu'elle sorte pour aller dans son espace. Donc, il n'y a pas effectivement de règle quant à l'endroit par lequel on sort, mais c'est vrai qu'on s'est aperçu de ça, notamment sur les blessures. Effectivement. Effectivement. En tout cas, il y aurait beaucoup à dire. C'est une première partie, on en fera une deuxième tranquillement. C'est vrai que, en tout cas, pour moi, c'est l'hypnose régressive ésotérique, la méthode que Calogero est pour moi une clé qui permet, de vérifier les fréquences, donc pas rentrer dans de l'illusion, de la manipulation, qui permet de libérer les consciences, d'accompagner les consciences dans leur libération, et qui pour moi est un combat que nous menons en souterrain derrière tout ça, parce que si les consciences se libèrent, elles pourront changer ce monde, elles pourront créer un autre monde si on le fait tous ensemble. Donc c'est un travail qui est très important, mais c'est aussi un beau voyage d'âme, un beau partage, de beaux échanges, des informations. Je dis toujours avec Barbara ou Audrey, dire quand il y en a un jour on arrête, on pourra devenir scénariste. Franchement, il y a des histoires d'âme qui sont extraordinaires. C'est vraiment incroyable la richesse que possèdent nos âmes dans leur expérience, dans leur perception, dans leur émotion en fait. Et c'est ce grand plaisir et grand privilège que nous avons à chaque fois de retrouver une conscience, de la voir se libérer, reprendre ses pleins pouvoirs. Et j'ai autant de plaisir de le voir sur certaines âmes, certaines consciences involutives, des entités, des interférences. Alors, j'en suis à ma 15e, je pense, de mon côté, modestement, et qui, au cours d'une session, s'est reconnectée à sa lumière, à ce qu'elle est. Et c'est un grand moment de voir ces libérations, peu importe lesquelles. C'est pour ça que nous n'avons pas de jugement, nous n'avons pas d'a priori, il n'y a pas de notion de bien et de mal quand nous travaillons. Et dernièrement, on m'a fait le reproche d'interroger les entités. Je voulais en parler un petit peu avant qu'on se... Oui, je suis d'accord. Voilà, ça revient. Pourquoi est-ce que je parle avec les entités et que je demande beaucoup d'informations aux entités? L'information m'importe peu, en fait. Il faut le savoir. Dans toutes mes sessions, que ce soit les entités ou des interférences, quand elles parlent, qu'elles mentent ou qu'elles ne mentent pas. De toute façon, on part du principe que l'information est corrompue. Ce qui est important, c'est comment la conscience du sujet qui est là, enfin, cette conscience, comment elle perçoit, elle entend l'information. Quel est le déclencheur qui va faire qu'elle prend conscience qu'elle a été interférée, qu'elle est manipulée, qu'on la trafique, et qui va lui redonner sa volonté de se libérer, en fait. Donc, quand je torture ou je fais parler les entités, ce n'est pas pour avoir spécialement de l'information que je vais prendre, c'est vraiment pour libérer la conscience. Alors, des fois, les entités, oui, je les manipule, des fois, elles essayent de me manipuler. Je ne dis pas, elles peuvent manipuler l'information. Oui, certainement. Ce qui compte, c'est la perception de la conscience. À
Après, c'est très important, et ça m'a laissé là-dessus, les opérateurs, selon le niveau de la conscience qui maintient, ça c'est important. Il faut savoir que quand je passe à travers Barbara ou Audrey ou quelqu'un d'autre et que je me connecte à cette conscience qui m'a demandé et que je parle à cette conscience, il y a encore Barbara, il y a la conscience et il y a l'entité à un moment donné, plus ma fréquence à moi, je suis souvent là. Ça, on va avec notre volonté tenir l'entité, la tenir. Et selon le niveau de qui la tient, croyez-moi qu'elles peuvent parler, qu'elles peuvent être coincées, qu'elles peuvent cracher le morceau, qu'elles peuvent vraiment se sentir obligées. Ça va dépendre à qui j'ai affaire. Mais en fonction de l'âme qui me parle, de la conscience qui me parle et de l'entité qui me parle, je vais adapter à chaque fois mon discours, chercher à réveiller cette conscience d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que l'information qui m'a été donnée, je la prends comme un fait ou une réalité. C'est faux. C'est l'outil qui m'intéresse, l'outil qui m'amènera au résultat, c'est-à-dire à la libération de la conscience. Si on fonctionne comme ça, c'est le plus important. Voilà. Après, nous sommes tous dans un jeu. En tout cas, merci les filles pour cette bonne partie. Merci. Première partie, c'était génial de pouvoir partager avec vous. On va la publier rapidement. J'espère que ça conviendra à tout le monde. Il y aurait tant à dire, il y aurait tant à faire. On passerait des heures à parler de ça parce que c'est une passion que nous avons en commun. Hein. Et j'espère que ces informations, au moins, vous suffiront à éclairer vos lanternes. N'hésitez pas à poser encore des questions. On fera une deuxième partie plus tard. Merci beaucoup Audrey, merci Barbara. Merci. Bonne soirée les filles. Et pour les auditeurs, enfin les auditeurs, c'est une façon de parler. Pour le groupe Dialogue avec l'âme et pour tous ceux qui nous suivent, on vous souhaite une excellente année avec notre pouvoir créateur, notre envie que ça aille mieux, que nous puissions sortir de ces bulles dans lesquelles on veut nous enfermer. On compte sur vous, on compte sur nous et à bientôt. Ça marche.